Parle fort, là. Je voudrais souligner que par rapport à la mainmise sur les médecins conseils de la part de l'État et de la CPM, justement, c'est déjà en place. Parce que j'ai sollicité pour mon dossier une commission médicale de recours à l'amiable et les deux médecins qui étaient présents, un était de la CPAM, donc juge et partie, et l'autre était de l'extérieur. Donc à 50% pour l'avis, c'était entériné, quoi. Hein. Donc il y a eu refus par rapport à ma demande. Et la deuxième chose, c'est que par rapport aux médecins conseils, je n'avais pas eu affaire dans mon dossier aux médecins conseils de toute ma vie, et je pensais que les médecins conseils étaient des gens recrutés sous concours, complètement habilités et formés pour donner des avis. Et en fait, avec mon conseil juridique, on a regardé le CV de mon médecin conseil. C'était en fait un généraliste qui faisait des vacations, complètement incompétent, qui a donné un avis de consolidation, alors que dans mon cas, aucun bilan neuropsychologique n'avait été fait. Donc les choses sont pipées dans les dossiers, hein, y compris dans la CPM, il faut bien avoir conscience. Et j'ai une question brève, c'est par rapport à maître, je n'ai pas retenu le nom, excusez-moi. Est-il possible, puisque c'est un phénomène général de tous les hôpitaux, d'avoir une action générale et de se constituer partie civile dans des dossiers qui sont caractérisés, quoi, parce que effectivement, c'est un petit peu sus aux praticiens hospitaliers, au CNG, et tous les moyens sont bons. Alors, comme vous savez, la constitution de partie civile, il faut avoir personnellement souffert du dommage. Donc c'est vrai que, en règle générale, c'est pas évident que le syndicat soit recevable et bien fondé à venir sur une situation, soutenir une situation individuelle au pénal. Dans le cadre d'un contentieux civil, la représentation est plus favorable. Mais alors peut-être que c'est parce que vous avez volontairement utilisé le terme de partie civile, parce que partie civile c'est du pénal. Oui. Au pénal, il faut que le syndicat, alors sauf s'il est habilité par la loi AST pour l'infraction qu'il veut effectivement mettre en œuvre, mais ce n'est pas le cas de votre syndicat. Et donc, a priori, il y aurait un problème de recevabilité de votre action, de l'action du syndicat à venir sur un soutien individuel, puisqu'on dirait que le syndicat n'a pas personnellement subi le dommage. Alors, sauf effectivement à venir dire ce que vous êtes en train de dire, que l'absence de garantie de formation des médecins conseils porte atteinte aux intérêts des syndicats qui défendent effectivement l'hôpital, et c'est trop général à mon avis. Il y aurait quand même un risque important d'irrecevabilité. Alors à ce moment-là, les collègues qui sont dans de telles situations et qui sont via le syndicat au courant d'un tel ou d'un tel, peuvent individuellement se porter partie civile ou... Non, on parlait de la représentation collective. Oui. De la même façon, celui qui vient soutenir un de ses collègues, s'il n'a pas personnellement subi de dommage, il n'est pas recevable au pénal à agir également. Et une association... Il faudrait qu'elle soit aussi, que son objet social porte manifestement sur la situation que vous souhaitez porter à la connaissance du tribunal. Il faut que l'objet social soit en rapport direct et certain avec le préjudice de la situation individuelle. Par exemple, l'association d'Aignan, elle pourrait... Alors, elle est spécialisée dans le harcèlement. Elle a vocation à venir plaider. Après, il faut déjà que la personne soit membre de l'association Aignan pour pouvoir que l'association vienne soutenir son cas. Voilà. Je pense en lien avec la décision du tribunal correctionnel de Paris sur l'affaire Beignet. Ouais. Où là, ça a été jugé recevable. Et est-ce qu'un syndicat peut créer une association qui aurait cette vocation ? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que qui peut créer une association ? C'est Cyril, vas-y, c'est à toi. Sur cette question,
le débat, chaque fois, même dans les affaires à Montpellier et tout, où j'indique quand même qu'on a un groupe de 6 ou 7 PUPH qui sont en train de constituer un bureau Occitanie et tout ça, donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Quand tu as 6 ou 7 PUPH qui commencent à dire non mais nous stop, et qui s'adressent à Force ouvrière, c'est quand même qu'on est entré dans une nouvelle situation. Hein. Et la stratégie du syndicat, on l'a développée et depuis 20 ans, et on n'a pas, jusqu'à ce jour, eu de soucis avec cette stratégie. C'est la stratégie de défense. Et à ne pas confondre, on l'a dit plein de fois, on l'a expliqué, on a donné des exemples, à ne pas confondre avec la stratégie d'attaque. Hein, il y a quelqu'un, c'est le CNG en général, ou la directrice, ou quelqu'un d'autre, ou les internes, il y a quelqu'un qui porte un coup, et nous, on défend. Et notre défense est une forme de remise en cause de la politique qui est menée, parce qu'on défend avec tout ce qu'on vient de dire depuis ce matin. Mais on ne s'illusionne pas sur le fait que la justice va nous régler notre problème. C'est le combat syndical qui va nous le régler. Chacun son couloir. Ouais, alors chacun son couloir, bon, et puis, ouais, c'est à moi, d'accord. C'est à toi, c'était Là, c'était ma réponse, maintenant c'est ma question. Mec qui fait le truc à l'envers. Je suis pas satisfait de ta réponse. Tu n'es pas satisfait? Non. Ouais, je sais. C'est un point de vue que je défends syndicalement. Après, bien sûr qu'à chaque fois, on a un avocat de la fédération, un cabinet de Marseille. On a considéré on a eu affaire plusieurs fois à Maître Joliffe et on a considéré qu'on s'attachait ses services. On a signé une convention de ça parce qu'on a rencontré un avocat qui connaît très bien les mécanismes du CNG, le droit administratif et tout ça, et on l'a vu à l'œuvre plein de fois qui nous orientait bien. Même s'il a dit que la stratégie, fallait peut-être qu'il la bouge, parce que je suis d'accord, la stratégie d'apaisement, là je crois qu'on n'est plus tellement là-dedans et que je suis d'accord avec ça. Ouais. Mais attends, aucun apaisement, une détermination totale, une organisation de combat, c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit avant. Là, je suis pas là à me dire tiens, on va faire régner l'ordre, c'est ça que je veux dire quand on va attaquer les gens. Quelle est ta question? Du coup, merci. Vas-y, enchaîne avec la suite. Nora. Si je peux compléter, puisque le du camarade Jean a parlé de la CMRA et de la mainmise donc de la CPM, c'est en lien avec ce que Maître Joliffe a indiqué, avec la disparition pure et simple des tribunaux des affaires de la sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité, où là il y avait le médical qui intervenait, c'était beaucoup plus simple parce que c'était des tribunaux sécu. Et on les a mis donc dans les juridictions avec des magistrats qui ne sont pas spécialisés. Et ça a eu un impact, comme il y a eu cette destruction, ça a été aussi dans côté de la commission de recours amiable, qui est devenue CMRA. Voilà. Et donc qui est une chambre d'enregistrement. Voilà, et c'est ça. Et donc là, moi, je vous dis du côté, parce que j'ai des syndiqués et côté CMRA et côté aussi contentieux, donc notamment un de mes délégués syndicaux qui essaye à chaque fois, il a du mal certains dossiers donc à faire, hein, mais ils me disent il y a une explosion de recours. Mais pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus, même si sur le papier vous avez le service médical qui est encore là, mais formellement on valide pour beaucoup les décisions. Et c'est pour ça que le combat, et là je pense que c'est un combat commun pour maintenir et renforcer le service médical, il est plus que jamais d'actualité. Parce que si vous n'avez plus le service médical, déjà là on voit avec la disparition des TAS TCI ce que ça donne, avec la mise en place du CMRA ce que ça donne. Donc là c'est le combat syndical et le fait aussi, et ça c'est votre congrès qui décidera, mais moi je prends tous les soutiens possibles et imaginables, notamment des médecins hospitaliers, parce que les collègues, non pas, et ce qu'ils envisagent aussi, c'est de donner plus de poids aux infirmières du service médical. Vous imaginez ? Vous êtes médecin prescripteur et c'est une infirmière qui va décider pour vous ce qui est bon ou pas bon. Donc vous voyez, ils organisent le chaos
et avec une violence inouïe parce que moi je le vois aussi, les procédures disciplinaires, les dénonciations, moi ça m'inquiète. Ça se multiplie aussi dans notre organisme et là je viens de recevoir 2 convocations en commission de discipline le 31 décembre et le 2 janvier. Ouais, déjà, c'est une forme de violence. Voilà. C'est une forme de violence. Voilà, c'était pour compléter. Donc j'ai inscrit Nora, Jérémy, moi, Saïd et donc Mustapha et Jean. D'accord. Et après on ferme les inscriptions. Vas-y Nora. Après Nora, c'est Nora. Voilà, c'est aussi des interrogations un peu similaires à celles de Jean. Quand vous avez dit qu'au final, la sécurité sociale, elle ne rejette pas tant d'arrêts de travail, l'interrogation qu'on a sur des situations répétées ces dernières années, c'est le travailleur handicapé. Et personnellement, d'entendre ça aujourd'hui, moi aussi, ça m'interroge sur le rôle du médecin conseil, qui il semble a quand même peut-être des obligations et un parti pris financier, où on a des travailleurs handicapés qui sont soutenus par leurs généralistes pour un maintien à l'emploi, pour qu'ils aient encore une vie, parce qu'ils ont le droit aussi de travailler, et qu'au final, le médecin de conseil retoque les dossiers en disant écoutez, vous coûtez trop cher, cette année vous avez coûté trop d'IGG, c'est le dernier dossier que j'ai. Et ça m'interroge sur la position du médecin et de son discours et de son rôle auprès du patient. Est-ce qu'auprès d'un travailleur handicapé, c'est le rôle du médecin conseil de parler de ce qui coûte à la Sécu? Actuellement, j'invite ces patients plutôt à dénoncer cela à l'ordre des médecins, de la pratique de communication de la part de ces médecins conseils. Et aussi, c'est que ces agents qui sont soutenus par leur médecin généraliste, bien entendu, se retrouvent maintenant menacés, bon ça je pense que vous le savez tous, menacés de représailles s'ils recommencent les arrêts. Donc effectivement, je m'interroge sur la position du médecin conseil, son rôle, est-ce qu'il est médical ou financier? Je suis secrétaire, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. J'ai beaucoup je siège à la commission exécutive au niveau de la Confédération où ce sujet, bon, effectivement, j'essaye de le pousser, mais le travailleur handicapé, est-ce qu'il fait partie de vos stats d'arrêt de travail où ils sont? Parce qu'on nous dit que c'est des budgets autres, j'ai pas bien compris. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un travailleur handicapé n'a pas les mêmes droits quand il est en arrêt sur le comptage du nombre de jours auquel il peut prétendre sur l'arrêt? Est-ce qu'il y a une règle? C'est ma question. Parce qu'on a dit à cette personne, sur les 3 dernières années, il y a eu tant d'arrêts et que ça a coûté trop cher. Il faut accepter qu'elle soit handicapée, qu'elle retourne à la MDPH et qu'elle y reste. Jérémy? Oui. Donc moi, je suis Jérémy Borel, donc du coup secrétaire général adjoint du syndicat Force ouvrière du CHU de Nantes. Donc, je ne suis pas un médical justement. Et je vous remercie de nous avoir invités. Je voulais revenir sur l'intervention de Nora sur la sécurité sociale. Déjà bravo, c'était très clair et je pense que c'est intéressant qu'on en ait. Vous êtes trop gentil. Non mais qu'on en ait. Je pense que c'est un vrai sujet parce que je pense que s'il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui dans nos hôpitaux, c'est parce qu'on a oublié ce qu'est la sécurité sociale et à quel point il faut la défendre. Moi, je voulais revenir justement sur les. C'est pas une question, je fais une petite. Alors, on n'a pas la prétention de dire un complément, mais un ajout sur les cotisations patronales, les fameuses qui représentent à peu près 80 milliards d'exonération par an. Donc, c'est 80 milliards en moins dans la sécurité sociale, alors qui sont compensés en partie par l'impôt, ce qui permet à l'État d'avoir la main mise sur la Sécu. Enfin, bref. Ça on n'en parle pas aussi assez, on les dénonce pas, et 80 milliards, si on avait 80 milliards en plus dans nos hôpitaux, je pense qu'on pourrait faire des choses formidables et on aurait déjà un cahier revendicatif qui serait beaucoup moins gros. Je voulais aussi rappeler, nous, qu'on dénonce systématiquement l'ONDAM, qui est un outil qui permet de sabrer les budgets des hôpitaux depuis des années. C'est l'enveloppe fermée, c'est-à-dire qu'on sort du principe de la sécurité sociale que tu disais, des besoins, de recevoir selon nos besoins.
Maintenant, on est vraiment dans des réflexions budgétaires. Et puis, je voulais parler d'une pratique qui se fait de plus en plus dans les hôpitaux pour compenser ces manques financiers, c'est le mécénat. Nous, à l'hôpital, il y a une campagne, et d'ailleurs vous avez peut-être entendu parler du fameux logo du CHU de Nantes qui a coûté 185 000 €. C'est une petite étoile en fait, enfin bref, extrêmement chère. En fait, on apprend que finalement elle appartient à une banque d'images publique, enfin bref, c'est un fiasco total. Cette campagne de pub et ce coût marketing, il est pas là pour attirer des professionnels, il est là pour attirer des mécènes. Et en fait, nous, ce qu'on dénonce dans le fait qu'il y ait des mécènes qui participent, c'est que déjà d'une, c'est forcément des produits des entreprises du CAC 40 et des grands financiers qui sont exonérés de cotisations patronales. Et en plus, c'est les mêmes qui licencient actuellement, hein, Sony Duval, Michelin, etc. Et en plus de ça, du coup, ils donnent aux hôpitaux. Et en plus, c'est jackpot pour eux parce que c'est exonéré d'impôts à 60%. Donc c'est du gagnant-gagnant pour eux, c'est du perdant-perdant pour nous. Et surtout, c'est l'entrée des lobbies à l'hôpital. Et donc, des lobbies sur le fonds de dotation du CHU, on voit toutes les personnes qui ont donné. Et on reconnaît des Novartis, des Gilead, des Sanofi d'ailleurs, je crois qu'ils donnent aussi. Enfin bref, en gros, des entreprises pharmaceutiques. Et moi, du coup, ça me pose aussi la question de l'indépendance de nos hôpitaux. Est-ce que, par exemple, on aurait pu dénoncer le Mediator si Servier, il finançait, il gavait, il injectait du pognon dans nos hôpitaux? Peut-être que, voilà, on sait qu'il va y avoir des pressions. Si un jour il y a un médicament qui est pas bon, je pense que le laboratoire, s'il alimente les hôpitaux, il dira fermez-la parce que sinon je retire le pognon et puis les hôpitaux se cassent la marboulette, pour rester poli. Donc voilà, ça me paraissait important de rappeler ça parce qu'on est vraiment en train de perdre du coup l'aspect sécu effectivement, et ça découle aussi de notre indépendance et de votre indépendance aussi de prescription. Voilà, donc je trouve que c'est important de faire ce petit ajout. Voilà, merci. Je vous remercie de vos interventions à tous les trois. Je voulais demander, pour faire le lien entre le harcèlement que subissent un certain nombre de médecins qui se battent pour l'indépendance médicale et qui se battent pour pouvoir continuer à soigner les patients selon les données acquises de la science, conformément à leur statut. Le lien qu'il y a entre les fermetures de centres, les fermetures des services médicaux et ça, ce lien, il existe réellement. C'est celui qui veut que, en fait, on ne veut pas payer. On ne veut pas payer les remboursements. Donc, on contraint les remboursements en administrant, en rendant administratif le contrôle médical. On ne veut pas payer en contraignant les médecins hospitaliers à accepter des mesures qui sont inacceptables au niveau des hôpitaux. Et je voulais poser la question surtout à Nora. Que penseraient les médecins des contrôles de sécu d'un soutien objectif par un communiqué du SNMH sur d'un soutien du SNMH sur sur ce qui arrive actuellement sur le contrôle sécu et les fermetures de centres. J'ai terminé et c'est à Saïd. C'est pour Maître Joliffe. Est-ce qu'il est possible, vu l'abus des directeurs des hôpitaux, que ça soit contesté, cette autorisation qu'ils ont de suspendre les praticiens sans contradictoire tout, en déposant une QPC, une question prioritaire constitutionnelle, par exemple? Qu'est-ce que c'est techniquement toujours possible, mais c'est ce qui est compliqué, je ne pourrais pas y résoudre. C'est le motif que vous considérez que ça porte atteinte à l'indépendance garantie aux médecins, c'est ça? Oui, le problème c'est que c'est une indépendance qui est réglementaire, à part les PHPU qui eux sont nommés sur décret du président de la République et qui donc à ce titre
ont une garantie constitutionnelle. Vous, les PH, c'est le pouvoir réglementaire qui vous donne, et que donc il n'y a pas de méconnaissance par rapport à une norme constitutionnelle. Reste que je veux bien réfléchir à cette question, ça ne vient pas... Parce que ce qui est vrai, c'est que maintenant c'est une pratique dévoyée. Et qu'à ce titre, elle méconnaît quand même la présomption d'innocence, les garanties d'indépendance d'une manière fonctionnelle. Donc on pourrait effectivement s'interroger à l'appui d'une décision, d'une nouvelle suspension, on pourrait se dire on peut y aller, pourquoi pas, non, je veux bien réfléchir à cette question. A priori, j'ai pour l'instant un avis réservé, mais peut-être qu'effectivement, les PHPU, ce serait plus facile. Disons qu'à la limite, si on devait y aller un jour, il faudrait malheureusement attendre qu'un PHPU soit sanctionné, et là qu'on aille effectivement sur le problème d'indépendance, parce que c'est constitutionnel et que c'est pas normal que ce soit un directeur qui puisse effectivement prendre cette décision, alors même que votre nomination doit être validée et prise en décret au Conseil des ministres. Et que donc là, il y a donc une atteinte constitutionnelle. Pour les PH, c'est un peu plus compliqué, mais je veux bien travailler sur la question dans le cadre de notre convention qui nous unit, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Secrétaire Général. Merci. Oui, donc moi j'ai juste un complément concernant les interactions et il y a un constat qui est quand même alarmant. Donc moi, j'ai débarqué dans le syndicat SNMHFO il y a quelques années. Le constat est que les médecins ne veulent pas se syndiquer. Et aujourd'hui, la gouvernance de l'hôpital a évolué complètement. Donc, on parle beaucoup de directeurs, donc le directeur général ou les directeurs, l'administration, mais on parle très très peu des présidents de CME. Les présidents de CME aujourd'hui, ils ont quand même un pouvoir de nuisance vis-à-vis des médecins. Alors qu'avant la CME, c'était pour protéger les médecins. Ouais, c'est ça. Moi, pendant 2 ans, donc j'ai jamais été convoqué par le président de CME pour me dire qu'est-ce qui arrive, machin, comment on peut faire et tout ça. Que dalle! Il prend la décision avec le directeur général. Donc du coup, voilà, ça c'est un élément très très important donc à intégrer. Et du coup, ça donne tout son sens donc au syndicalisme médical. Il faut développer, et même je dirais pire encore, il faut institutionnaliser, rendre institutionnel le syndicalisme médical qui n'existe pas aujourd'hui. Donc il existe au niveau des PH, des PUPH, je peux vous dire. Donc on les compte sur le bout des doigts, même si au niveau de Montpellier, on commence à bouger. Donc il y a pas mal de collègues PUPH qui sont sensibilisés par rapport à ça. Mais attention, parce que la gouvernance de l'hôpital a changé. Donc la loi RIST, qui a complètement changé la donne. Et c'est pour ça, donc il ne faut pas qu'on soit dans la défense, le curatif. On est des médecins, on parle beaucoup de curatif, mais il faut aller vers le préventif. Le fait d'être un syndicat fort, médical, institutionnalisé, ce que vous disiez tout à l'heure, donc à juste titre, être dans les instances, et bien là, ça va permettre de bloquer en amont certaines choses. On ne va pas tout pouvoir bloquer, mais on va bloquer en amont donc les choses avant même qu'elles arrivent. Mais là, c'est vrai que là, donc à chaque fois, c'est comme les pompiers. Ah, il y a que là, donc on va aller donc l'éteindre. Ça, donc il faut, à mon avis, il y a un truc qui est un changement de stratégie, de paradigme à faire, et surtout à sensibiliser autour de vous, les médecins, à dire voilà, donc il faut se syndiquer. On ne se syndique pas pour se défendre, on se syndique pour structurer, institutionnaliser le syndicat médical, parce qu'on est dans une nouvelle gouvernance, et ça devient une nécessité. Ok, merci. Cyril. Et entre Jean et Mustapha, c'est pas évident là. Est-ce que vous auriez des informations sur la suspension récente de la loi RIST? Il paraît que depuis une semaine, 10 jours, elle a été suspendue par le Conseil d'État. On en aura probablement demain. Mais voilà. On a un spécialiste de la loi RIST, la personne d'Éric Reboli, secrétaire du SNMRH, qui est le syndicat national des médecins remplaçants des hôpitaux,
qui a fait de ce combat-là son combat. Et donc, il va nous en parler demain. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y aurait les décrets d'application, parce que je me permets juste d'indiquer que le Conseil d'État ne peut pas suspendre une loi. Il peut suspendre des décrets d'application. Voilà. Et donc, à mon avis, ça doit être un référé qui a dû être introduit par un syndicat sur tel ou tel problème. Pardon ? Ah d'accord, c'est d'accord. Sur un aspect, c'est du 15 novembre, le Conseil d'État qui suspend effectivement les décrets d'application. Voilà. Ah, donc ça, effectivement, c'est une belle victoire, parce que de fait, ça paralyse le système au quotidien. Vas-y, Cyril. Ouais, c'est sur le... Je sais même pas comment formuler ça. On n'en a pas encore parlé, mais tout ce qui sort là, ça parle de ça. Vous avez dit la mesure a dû échapper au syndicat. C'est ça. Je suis pas sûr que ça aurait échappé. Moi, je me suis retrouvé dans une réunion parce que je parle de ceux qui siègent, ceux que j'appelle les associations à caractère syndical. Le niveau de collaboration, là, tu parles des CME qui sont contournés et tout ça. Le niveau de collaboration de ceux qui s'appellent syndicats de médecins ou des CME, maintenant, prend de nouvelles proportions. Il était déjà pas mal, hein. Mais il franchit un pas. J'ai participé à une réunion à la Sécu. D'ailleurs, au passage, j'ai appris que c'est 23 milliards de remboursement de prescription et 13 milliards d'honoraires. Ce qui est, quand tu regardes bien par rapport à tous les chiffres de la Sécu, c'est pas beaucoup, hein. On te dit, les médecins, ça dépense, c'est pas tant que ça. Donc, ils font vivre la Convention. La Convention, je vous rappelle que c'est ce sur quoi on s'est battu comme des chiens en 97. Peu compreneux, si vous me passez le néologisme, du fait que c'était inscrit dans les ordonnances qui avaient été combattues en 95, qui sont les ordonnances d'avril 96, l'ONDAM et tout ça, et les reversements collectifs, je sais pas. Et depuis ce temps-là, on a cette truc qui avance, et puis comme ça avançait pas assez vite, ils ont fait Bachelot avec les ARS pour finir sur ça, mais ils n'y arrivent pas. Mais là maintenant, ils sont au bord d'y arriver. Et donc on est dans un contexte où il y a des trucs qui se passent dans la politique. On a un bordel de gouvernement. Il y avait la grève qui était prévue. T'as les fédérations principales de fonctionnaires, t'as 2 syndicats de cheminots qui ont dit qu'on signait un truc, tout ça, ils ont dit comme ça suspend les décrets, on a une grande victoire, on n'a plus de gouvernement, grande victoire, ou alors, pas grande victoire, ou alors, on n'a plus personne avec qui négocier, donc on va quand même pas faire grève, alors qu'il n'y a personne avec qui parler. Je suis désolé, Didier sera peut-être là demain, je sais pas comment, mais je ne suis pas d'accord. S'il y en a un seul ici présent qui s'imagine que les revendications du gouvernement, je les appelle comme ça maintenant, s'arrêtent, c'est-à-dire que tous les processus de destruction à l'œuvre vont s'arrêter, alors même si ça fout un peu le bordel sur le plan juridique, sur l'application de tel ou tel truc, que finalement les retraités vont avoir des trucs qu'ils n'avaient pas prévu d'avoir, ou que je sais pas quoi, tout ça, il y a des trucs sympas, mais on n'est pas au début du commencement, d'un début d'arrêt du processus qui est en cours, qu'on a décrit tout ce matin. Donc j'en supplie tous les camarades d'arrêter de croire que du coup là on est au bord d'inverser la tendance ou que la justice va nous régler les affaires et tout. C'est l'organisation de la bagarre qui va peut-être nous déboucher sur un truc. Voilà. Et c'est ce qui fait l'originalité du SNMH FO. C'est-à-dire que nous, et je l'ai dit dans la petite intervention vidéo que tu rendras célèbre, il y a des collabos. On est passé là-dedans. On parle de dénonciation, tout ça, rigolote, elles sont pas rigolotes, mais sur des petits trucs et tout. Mais ils collaborent, y compris sur des gros trucs de destruction. Donc nous, non. Et donc toute l'intervention un peu enthousiaste de Moustapha, elle est pas enthousiaste, elle est nécessaire. Je me permets juste de savoir, c'est que dans l'attente du nouveau gouvernement, le syndicat Force ouvrière, santé, fonction publique a déjà dorénavant mis un préavis de grève du 1er mars au 31 mars. Pour déjà alerter le gouvernement qu'on est déjà au 1er janvier 2025 en préavis de grève. Il a été déposé.
Il a été En mars. déposé pour le 1er mars. Le 1er janvier 2025, pardon. Ah. Ouais, Donc, comme prévu. Ah, tu nous as fait peur. jusqu'à mars. Ah, jusqu'à mars. Pour alerter le prochain gouvernement, enfin, la fonction publique est faux et déjà Ok. dans l'attente de. C'est à Jean. J'ai une question pour notre collègue Saïd a parlé de QPC, question prioritaire constitutionnelle, mais on voit depuis la loi HPST où le directeur de l'hôpital, c'est-à-dire la fonction administrative, est totipotente, et y compris sur les modalités d'exercice médicaux, qu'il y a déjà une loi qui est anticonstitutionnelle. Et est-ce que il y aurait pas bon, on s'est opposé en tant que syndicat à cette loi, mais il n'y a pas un petit créneau qui pourrait être utilisé, non? Non, la réponse est non. Non. La réponse est non, même juridique compliquée, parce qu'en fait la loi HSTP a fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité à l'époque dans le cadre de saisine habituelle, et donc il faudrait, pour pouvoir rendre recevable une QPC, il faudrait dire qu'il y a des motifs nouveaux d'environnement qui justifient un réexamen d'une loi qui a déjà été validée par le Conseil constitutionnel. Vous me saisissez? Le fait nouveau, c'est l'interférence qu'on constate. Alors voilà, si on apportait des éléments venant dire qu'il y a effectivement des éléments nouveaux sur lesquels le Conseil constitutionnel n'a pas validé, là, à l'appui éventuellement d'une décision de CA qui serait contestée ou d'une décision de CME, lambda, qui montre bien le pouvoir, effectivement, dans l'ingérence médicale, il y aurait peut-être un créneau possible, mais c'est une construction intellectuelle. Non, mais je voudrais faire la réponse à cette question. Les ordonnances Juppé du 24 avril 1996, 3 ordonnances. C'est ça. Une portant réforme de la Sécu, une portant réforme de l'hospitalisation, une de la médecine libérale. C'est dit comme ça dans le texte. Ces ordonnances, écoutez bien, sont illégales. Elles n'ont jamais été ratifiées. Ouais. Et tout ce qu'il y a dedans s'applique aujourd'hui, et même les trucs qui sont dedans ne sont pas encore finis de s'appliquer. Donc je dis ça pour tordre un peu le cou à l'histoire qu'on pourrait régler ça juridiquement. Tout ce qu'il y a formation continue, permis à point d'exercer la médecine, harcèlement qu'on subit aujourd'hui, tout ça, c'est tout marqué dans les ordonnances Juppé. Il faut les relire. Il faut 3 pages, c'est pas loin à lire. C'est prévu, tout est prévu. Et c'est illégal. Ça n'a pas été ratifié par le Parlement. Au regard de la QPC, machin, vas-y. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir laissé la parole. Oui, j'ai pas terminé parce que par rapport à mon assistance, on a une démarche qui est systémique par rapport à la destruction des hôpitaux et de l'indépendance médicale. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Et est-ce que effectivement, en tant que syndicat, on peut, tu m'as parlé à juste titre, tu me connais, je suis un petit peu sanguin, mais bon, on fait la défense individuelle, et je suis le premier d'accord, et dans mon exercice syndical, j'ai fait mon possible pour défendre les dossiers. Mais, je t'avais dit à un moment donné, on est là pour défendre les structures. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'action à une action systémique, il faut une réponse systémique. Alors tu me dis qu'on ne peut pas intervenir de façon juridique, mais comment on peut effectivement avoir une réponse? Parce que sinon là, on regarde passer les coups, tu vois ce que je veux dire? Bon, vous pourriez, après c'est un choix de politique syndicale, techniquement on pourrait envisager de contester des décrets. C'est une question. On parlait des décrets d'application de la loi de la loi Wirtz. On pourrait envisager sur des décrets qui sont systémiques d'attaquer, là devant le Conseil d'État, là vous seriez recevable. Donc ça peut être intéressant d'aller directement, il sort, on a 2 mois pour saisir le Conseil d'État. Moi j'ai une réponse très simple. Je travaille à l'hôpital Bichat. Il doit être fusionné avec l'hôpital Beaujon dans quelques années.
il y a un projet. Il y a des syndicats à l'hôpital Beaujon et des syndicats à l'hôpital Bichat qui n'ont pas du tout la même orientation. À Beaujon, ils se battent. Ils ont gagné des postes. Ils ont gagné par la grève, il y a quelques jours. Ils ont gagné des postes. Ils ont gagné une remise en cause des plannings qui étaient pourris par la direction, etc., etc. Ils ont gagné après 8 semaines de grève. Ils ont tout gagné. Les agents de l'hôpital Beaujon, ils ont envie de se battre et de rester à l'hôpital Beaujon. À Bichat, qu'est-ce qui se passe? À Bichat, les syndicats, ils ont fait une réunion où il y a eu une dizaine de personnes, qui s'appelle un comité de défense, et ils ont fait une caisse pour payer un avocat qui va aller en cassation. L'avocat nous a lui-même dit il y a très peu de chances pour qu'on gagne. Les agents de l'hôpital Bichat ont tous envie de se barrer parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc d'un côté, il y a une action syndicale qui est en train de gagner et qui va empêcher l'hôpital Beaujon de fermer. De l'autre côté, il y a une action juridique qui peut-être qui est vouée à l'échec, à mon avis, tout à fait. Et donc qui est dérisoire par rapport à l'intérêt général. Tout à fait. Et la direction va gagner. Voilà. C'est ça qui se passe. Donc on peut faire ce truc-là. Et l'action syndicale, elle est en train de gagner. Et d'ailleurs, elle est en train de faire des petits sur toute la PHP. L'action juridique, elle vaut rien. Et j'en sais particulièrement, parce que moi, je travaille à l'hôpital Bichat. On fait des plans sur le nouvel hôpital. Personne ne bronche. Voilà ce qui se passe. Donc l'action juridique, dans ce contexte-là, elle ne vaut rien. J'allais nuancer, Monsieur le Président, si vous m'autorisez. Comment? J'allais nuancer, effectivement, dans le contexte. Dans le contexte. Une question de contexte. On est d'accord. Il faut bien distinguer. Voilà, Mmh. c'est ça, le contexte Bichat qui est une situation d'immédiateté avec effectivement des personnels qui sont en souffrance. Et effectivement, la solution juridique n'est jamais bonne parce que nous, on ne peut pas traiter l'urgence. En revanche, une solution systémique institutionnelle, il y a un décret qui sort qui ne porte pas immédiatement atteinte. Là, le juridique a son sens. Oui, mais sur les situations d'urgence, elle n'est pas adaptée. L'action syndicale. Là, ils sont en train de vider Bichat. Après, c'est tout bon, hein. Tout à fait. Ils sont en train de vider. Quand même, voilà. C'est ça que je voulais dire. Mais effectivement, la cassation ne va pas résoudre le problème de Bichat. C'est à Claire de parler. Pourquoi personne s'y oppose dans ton hôpital? Parce que on leur dit, ce sera mieux à l'hôpital Beaujon. Et là, il n'y a plus un ascenseur qui fonctionne sur une tour de 15 étages. Mais il y a moins de lits. C'est infernal. Il n'y a plus de lits. Enfin, on leur dit, ça va être mieux après. Les mecs, ils se barrent. Hein. Voilà. C'est une bonne question. Moi, je voulais remercier vraiment pour l'intervention de Nora. Je trouve qu'elle a bien remis au centre la nécessité de l'indépendance médicale comme clé de voûte de la Sécu. Et je trouve que toutes les interventions, ça ramène bien, ça explique clé de voûte de la Sécu, et c'est pour ça qu'on tape sur la tronche des médecins un maximum, sous plein d'angles, le MeToo, les internes, l'instrumentalisation des internes, là, dans ce que tu racontes là par les syndicats, c'est évident. Les délits financiers, le versant de délits statistiques pour la médecine de cabinet. Et j'en viens avec ma question. C'est un peu pour les deux, pour Maître Joliffe et Nora. Quand un praticien est attaqué dans une sanction au Conseil de l'ordre et qu'il n'est pas reconnu coupable, ou alors il y a une procédure dans un tribunal, il n'est pas reconnu coupable, il n'est pas sanctionné, néanmoins l'administration arrive encore à mettre en œuvre une sanction, une suspension. Est-ce que ça c'est parfaitement encadré? Comment on peut s'opposer à ce truc-là? Et deuxième question, un peu différente, on voit beaucoup, nous, des fiches de poste qui sont mises en place, manipulées et utilisées pour s'opposer
pour être opposés aux praticiens dans leur pratique quotidienne, dans leur exercice. Est-ce que la fiche de poste est quelque chose, au regard du statut de PH, qu'on peut opposer au praticien dans son exercice quotidien? Pour moi, non, mais c'est un outil qui est utilisé, mais vraiment larga manu dans tous les établissements dorénavant, comme un élément qui peut corseter l'indépendance du médecin dans son exercice. Alors, la première question. Le président téléphone, donc. Non, c'est Abdel. La première question, effectivement, il y a une indépendance entre les juridictions, donc la circonstance que notre collègue a fait l'objet d'un projet et tant mieux pour lui, de poursuite, permet quand même effectivement à l'autorité, à l'administration hospitalière via le CNG de poursuivre, mais sur d'autres faits, atteinte à la réputation de l'établissement, à l'ordre, il a pu être relaxé par rapport à l'absence d'infraction déontologique, mais peut-être que les faits tels qu'ils sont apparus ont porté atteinte à l'image de l'hôpital, et à ce titre, il peut encourir des poursuites internes. Mais pour éviter effectivement cette dilution des motifs pour pouvoir justifier des procédures, je pense qu'il faut la stratégie d'apaisement dont on parlait tout à l'heure, que j'ai testé dans ce praticien qui sont d'accord et qui s'avère effectivement aujourd'hui être remise en cause parce qu'on voit bien qu'il y a de l'agressivité dans l'institution systémique. Je pense qu'il faut demander systématiquement la protection fonctionnelle maintenant. C'est-à-dire que quand on est mis en cause à l'ordre, etc., ailleurs au pénal, eh bien, on provoque l'administration en demandant à son employeur la protection fonctionnelle comme à l'institution, en disant je suis mise en cause dans l'exercice de mes fonctions, vous devez me protéger de cette attaque. Et oui, ça c'est important. Et donc c'est mettre la pression sur l'autorité en disant, pour dire, savoir si elle vous soutient ou elle vous lâche d'ores et déjà. Et ça, je pense que c'est intéressant, ça c'est ce que je pratique de plus en plus. Protection fonctionnelle, systématiquement. Pardon ? Et quand ils répondent pas, c'est qu'ils la donnent pas. Ben, oui, d'accord, mais à ce moment-là, je la conteste. Le refus, ils doivent statuer. On ne peut pas envisager... Le principe, c'est la protection fonctionnelle. Donc, s'ils ne répondent pas, pour moi, c'est une atteinte. Une atteinte à la présomption d'innocence. Je sais, on vous l'a... Si vous vous rappelez, moi je l'avais demandé, oui, ils nous l'ont refusé. Parce que, j'ai pas dit qu'ils voulaient pas, mais se dire, dans le cadre du débat aussi, de protection pour répondre à notre question, il faut aller aussi trop aux administrations en demandant. On n'a pas suffisamment de succès parce qu'effectivement, le CNG a une vision restrictive et des directeurs. Et dans votre dossier, par exemple, il est évident que si on doit aller au bout, on demandera le remboursement pour manquement à l'obligation de protection fonctionnelle dont vous auriez dû bénéficier dans votre dossier. Donc je pense que c'est une réponse, mais c'est vrai que sur le principe de la recevabilité. En ce qui concerne la fiche de poste, le PH, sa protection, c'est son arrêté de nomination. Il n'y a pas d'autre texte qu'on peut lui opposer. Donc la fiche de poste, c'est qu'un outil managérial dans le cadre de l'obligation de vous recevoir une fois par an, parce qu'il y a un entretien individuel pour tous les agents de la fonction publique, et ça ne peut pas être un outil de critique pour justifier une procédure. Et elle doit être construite avec le praticien et pas derrière son dos. Entretien qui, je le rappelle, ne fait l'objet d'aucun compte-rendu. Hein. Oui, ce qui n'est pas normal. Je sais pas si... moi j'aime autant. Hein. Ah oui, moi en tant que juriste, ça me choque. Oui, ça choque. Comme c'est un outil... Comme il y a une ambiguïté volontaire, politique et non juridique, oui, d'accord. de transformer cette histoire-là en outil d'évaluation, ce qui est contraire à la loi, encore une fois, puisque un médecin ne peut pas évaluer un autre médecin, et encore moins un cadre de santé comme certains le revendiquent. Donc ça, c'est hyper important. Donc pour l'instant, ils n'ont pas osé. C'est là où normalement le président de la CME de l'époque dont vous parlez était le bienveillant qui venait construire une relation. Aujourd'hui, effectivement, il n'est plus dans ce rôle. Aujourd'hui, il relaye il chie des pieds. Oui, c'est ça. Il pond des trucs d'évaluation là. Exactement. Il en pleut sous les bras. Moi, je suis comme dans votre garantie. Donc j'insiste sur cette question dont je suis un grand spécialiste, pour que je dise ça pour qu'on m'écoute. Il n'y a pas je suis plutôt satisfait qu'il n'y ait pas de compte rendu obligatoire de cette affaire-là.
parce que quelque part ça n'existe pas, quoi. Ouais. Ça n'existe pas. Donc, ils se sont gourés dans les CME. La moitié des présidents de CME de ce pays a dit ah oui, on va faire. Donc maintenant, c'est la nouvelle loi, Clarisse, je sais pas quoi, machin, et compagnie. Tu comprends rien à ce qu'ils disent. On va faire un truc d'évaluation des. Ah, pardon, c'est pas. C'est un entretien. Non, il n'y a pas d'évaluation. Et ben voilà, donc on est bien là-dedans. Et comme ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout parce que c'est illégal, c'est contraire au code de déontologie qui vaut au code de la santé publique. C'est que l'ordre. Voilà, on est d'accord que ce truc-là n'existe pas. Donc les fiches de poste n'existent pas, l'entretien n'existe pas. Si l'article 47 du code de déontologie vous autorise à prodiguer vos soins si vous le consentez, on est d'accord. Donc je voudrais bien, alors bon, ceux qui sont là, ils sont un peu déformés. Mais les médecins, en général, je voudrais bien qu'ils arrêtent de m'emmerder à me dire « Oh, mais tu te rends pas compte, je suis obligé. » Eh ben non, t'es pas obligé. Et même, c'est ton devoir de médecin de ne rien faire sous la contrainte. Tu es indépendant. Excusez-moi, Monsieur le Président. Merci pour ta réponse, puisque tu n'étais pas à l'ordre pour les questions. C'est Alexandre qui... La question est facile pour ça, c'est bien. Donc oui, moi, en vous écoutant depuis tout à l'heure, en écoutant aussi Nora et puis Maître Joliffe, pour moi, il y a un facteur commun dans tout ça, enfin un élément commun, c'est qu'il y a une volonté systématique de pourrissement des institutions publiques, des services publics, et dans un objectif très clair qui est celui de plus ou moins à court terme de le rebalancer dans le privé. Et ça se traduit par la destruction de la caisse de sécu, enfin des caisses de sécu, retraite, chômage et remboursement maladie. Ça se traduit par les situations insoutenables que vivent les soignants, tous les soignants, y compris les paramédicaux, dans les hôpitaux, où on les met en situation de souffrance énorme, et à un moment donné, et à tous les échelons. Alors là, il se trouve qu'on est dans le secteur de la santé. Moi, j'ai une partie de mon activité qui est où je travaille dans des centres de santé où je reçois un peu la population générale, et je m'aperçois que cette stratégie de pourrissement des services publics, elle existe partout, dans l'éducation nationale, dans la police, dans la santé, dans tous les secteurs clés de ce qui a édifié notre société et qui fait l'originalité de notre pays. Et ça, c'est pas pour rien. Quand les gens, à un moment donné, ils en ont marre et ils souffrent trop, eh ben, ils sont, comme l'exemple de Beaujon et Bichat, les gens, ils sont contents d'une perspective éventuelle, d'une reprise par une autre solution, le privé en l'occurrence. Et ils accueillent ça avec enthousiasme. Moi, j'ai déjà vu ça, parce qu'à un moment donné, je travaillais dans des centres de santé et j'ai fait du syndicalisme à la Croix-Rouge en m'opposant à des fermetures de centres de santé. C'est exactement la même stratégie. On crée une souffrance chez les salariés en laissant pourrir les situations, et à un moment donné, c'est les salariés eux-mêmes qui sont demandeurs d'une solution qui sera pour eux une libération. La solution, ça peut être la fermeture d'un établissement et la perspective d'aller chercher du boulot autre part. Ça peut être plein de choses comme ça, plein de choses de ce type. Et voilà, en fait, pour moi, c'est la stratégie générale de tout ça, c'est la stratégie de pourrissement, et c'est un peu, à mon sens, l'ordonnance, la feuille de route de Macron, c'est-à-dire de créer la destruction de tout ce qui fonctionnait bien et de tout ce qui fait le sens de notre vie ici, c'est-à-dire le service public, les services publics en général, et la structure des services publics dont le fond est la solidarité et la fraternité, quoi, en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Comme on dit chez nous, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et voilà. Philippe, non, je veux juste répondre à l'histoire de la fiche de poste, parce que moi, je le vis actuellement. Quand j'ai été réintégré, ils m'ont proposé une fiche de poste, un poste médical sans chirurgie.
Donc, je l'ai refusé et ils ne peuvent rien faire. Donc, quand on est réintégré sur notre poste. Sur le statut. Sauf si on donne l'accord pour ce qu'ils proposent. C'est exactement ce que dit Cyril. Je te remercie. C'est à Philippe. Je voudrais dire 2 mots sur la protection fonctionnelle qui a été tout à l'heure évoquée. Maître, vous avez indiqué qu'il fallait qu'elle soit votée par le conseil d'administration pour que le médecin ou l'acteur du médical puisse en profiter, en bénéficier. Il ne faut pas avoir vu le vote du conseil d'administration, il faut la demander au directeur. Alors, oui, il faut la demander au directeur. Sauf que le budget, c'est l'ARS. C'est ça qui est voilà. Alors, là, on ampute un peu sur la discussion de cet après-midi, mais quand même, lorsque les hôpitaux étaient dirigés par des conseils d'administration, il fallait un vote. Et dans ce vote, il y avait aussi les organisations syndicales, et il y avait les élus, qui servaient grosso modo de structure de médiation ou de groupe de médiation. Aujourd'hui, avec les conseils de surveillance, c'est le fait du directeur et donc de l'ARS. Donc c'est une décision claire du directeur et de l'ARS pour ce qui est de la protection fonctionnelle. Ce qui pose quand même un vrai problème. Parce que c'est le fait du prince. C'est le fait du prince. Lorsque c'est un conseil d'administration qui délibère, toutes les voix s'expriment. C'est beaucoup plus démocratique. Voilà la différence aussi entre les conseils d'administration qui sont devenus malheureusement, et pour nous syndicats encore davantage, des conseils de surveillance. Alors, là, on va laisser Nora répondre parce qu'elle a beaucoup de questions. Et donc, il faut quand même, à un moment donné, qu'elle puisse répondre parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de répondre au fur et à mesure. Je me suis permis, parce que je dois partir, c'est ça, de manière un peu élégante, de répondre à la place de Nora. Je m'en excuse auprès d'elle, parce que je dois vous quitter dans 5 minutes, mais je vais l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Vas-y, Nora. Ouais. Donc déjà, je voulais revenir sur votre intervention avec les centres, moi je les appelle les pompes Afrique. C'est ça. Je partage votre avis, même si je les ai défendus. Certes, la CNAM a lancé communication, ont des conventions et tout, mais qui a donné les conventions si ce n'est la CNAM elle-même et l'ARS? Donc pour faire concurrence aux centres de santé municipaux, associatifs et de la Sécu, et parce que les victimes, notamment j'ai eu Dentexia, sur Paris ça avait fait un scandale et tout. Dentexia, vous savez, ils ont été pris en charge à 100%, et ce sont nos dentistes qui ont pris en charge qui ont soigné donc, les victimes de la réparation. Ils n'avaient pas les moyens, c'est vrai que c'est la caisse qui a pris en charge la réparation. Voilà, et c'est nos dentistes, ce sont nos dentistes qui ont soigné, qui ont réparé donc, les bouches, parce que là c'est de la réparation lourde, certains étaient vraiment sans dents, donc, et avec des crédits à la consommation quoi, pour se soigner. Donc le double jeu aussi, côté médias, on communique, on déconventionne, ce sont les mêmes qui créent le chaos et qui laissent des gens sans foi ni loi faire les choses. Ça, c'était le premier point, parce que mes dentistes, ils étaient bien énervés Enfin, ils l'ont fait parce qu'ils sont soignants et qu'ils sont là pour soigner. Mais il a dit, si la CNAM et l'ARS n'avaient pas donné ces conventionnements dès le départ, les assurés auraient été se soigner dans des centres sérieux, ou dans des cabinets libéraux sérieux, et ils n'auraient pas été victimes de ces abus. J'ai une petite question sur les droits des travailleurs handicapés. Ce sont les mêmes que les travailleurs valides au niveau de l'assurance maladie. Maintenant, quand j'ai expliqué les principes. Mais j'ai parlé des pressions qui s'opèrent, même si officiellement, il n'est pas indiqué et puis main sur le cœur, Thomas Fatom, c'est quelqu'un de très gentil, mais Nicolas Revel, qui est maintenant directeur de la PHP, mais qui était l'ancien directeur de la CNAM, pareil, toujours main sur le cœur. Non, on n'intervient pas sur les décisions médicales. Sauf que dans les faits, il y a des pressions qui sont mises au niveau du chiffre. Et il faut jouer parfois, parce que donc les gens, les assurés, pensent que c'est le service médical qui vient pour dire ces choses-là. On a appris récemment, et c'est pour ça aussi que la stratégie comprend, parce qu'on fait les cas individuels, on les gère. La défense, on le gère, mais on porte les revendications et on essaye de rendre public aussi, par la voix du syndicat, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, mais de rendre public les abus qui sont faits et qui sont opérés. Et donc nous avons des services sociaux
notamment à la caisse, là on est en Ile-de-France, donc vous avez la CRAMI, en province c'est les CARSAT, nous avons des travailleurs sociaux de l'assurance maladie. Et ben on a demandé à ces travailleurs sociaux, sur la base d'un listing des assurés qui ont plus de 2 mois d'arrêt maladie, de contacter les assurés pour voir comment ça allait. En fait, derrière le comment ça allait, c'était dévoyer les missions des travailleurs sociaux pour essayer de mettre une pression sur les travailleurs pour qu'ils reprennent le boulot. Et donc ça, on n'accepte pas et on l'a rendu public. On a eu des témoignages de collègues qui en étaient malades, en souffrance, notamment une, ça m'avait marqué, elle avait été contrainte d'appeler. L'assuré a répondu parce qu'il a vu 36-46, donc il s'est dit c'est la Sécu, je risque de ne pas avoir mes indemnités journalières. Et il s'est excusé parce qu'il rentrait en séance de chimiothérapie. La collègue, elle ne sait pas, parce qu'on est des administratives, elle ne savait pas. Elle ne sait pas ce qu'ils ont. Elle fait déjà, ça m'embête d'appeler des gens malades. Et c'est pas la même chose d'appeler quelqu'un qui a une grippe que d'appeler quelqu'un qui a un cancer et qui a sa chimiothérapie à effectuer. La collègue, elle a été voir son médecin et elle s'est fait prescrire un traitement. Parce qu'elle a été en choc, quoi. Donc voilà, donc oui, derrière, mais les travailleurs handicapés ont les mêmes droits que les travailleurs valides. Sur les indemnités journalières, c'est 3 ans d'indemnité journalière ou 360 indemnités journalières versées. Et il peut y avoir prolongation d'1 an si le salarié est à mi-temps thérapeutique. Vous pouvez rajouter 1 an sur la base de l'avis du médecin conseil. Et s'il y a des pratiques inacceptables, oui, il faut saisir, il faut rendre public et voire même saisir la justice si le cas échéant, l'ordre, parce qu'il reste soignant, hein, et rendre public. Parce que ça, il y a un truc dont ils ont horreur, c'est la publicité. C'est la publicité. Et je vous dis, il faut rendre public ces choses-là parce que c'est inadmissible. Mais l'écrasante majorité refuse ces pratiques. Mais comme il y a des pressions, et des fois ce sont des administratifs. Les administratifs appliquent des circulaires. Je suis d'accord. Et donc il faut se battre sur ce terrain-là concernant les entretiens annuels. À la Sécu, on a la particularité, comme on est de droit privé, et notamment moi dans mon département, j'ai des soignants. On a les centres de prévention et on a les centres de santé. Et dans notre convention collective, on est soumis à des entretiens annuels d'évaluation. Parce que de droit privé, on a des fiches de poste, et ils ont tenté. Donc ils évaluent aussi nos soignants. Sauf que là, ils ont tenté de le faire et ils commençaient à chiffrer. Donc le collègue, il a pris note, il a envoyé. Comme c'est acté, nos entretiens, on peut les contester, bien sûr, notre convention protège, il y a les syndicats, on peut... Mais là, le praticien était plus malin, donc des fois, noter, ça peut aider, mais là, je comprends, vous avez un statut, donc moi, je suis droit privé. Hein. Mais là, le prat, il a fait noter, il a refusé de valider l'entretien, bien entendu, on ne peut pas donner des chiffres, enfin, je sais pas, vous êtes soignant, vous n'êtes pas là, en plus, c'était un administratif, et donc ça, hors micro, qui était chiante. Donc voilà, parce qu'elle n'était pas très agréable, la personne. Mais donc il a fait acter tout ça. Conseil de l'ordre. Là, quand le Conseil de l'ordre écrit à la direction générale en disant nous vous rappelons que vous n'avez pas le droit, donc on a un écrit, donc on l'a diffusé à tous les praticiens, vous n'avez pas le droit d'évaluer et de donner des objectifs chiffrés à des soignants. Depuis, on laisse tranquille les prates. Hein. Mais c'est ça. Mais il faut faire très attention à ces entretiens parce que le but derrière, c'est de vous mettre au pas et de vous donner des objectifs chiffrés. Je le sais parce que je l'ai eu chez moi. Donc, et en général, ce qui se passe à la Sécu, ça se passe dans les hôpitaux. Ce qui se passe dans les hôpitaux, ça arrive à la Sécu. On est fonctionnaire pour tous les mauvais travers et salarié du privé pour tous les mauvais travers. Donc là, j'appelle à votre vigilance parce que chez nous, comme ils ont tenté, le fait de rien acter, c'est pas officiel. Vous avez des bilans entre la CNAM, la MDPH, la Sécu, est-ce que vous vous réunissez? Parce que des fois, quand je vais voir FO, Sécu, parce qu'on a nos camarades qui siègent aussi, ils me disent, oh là là, faut que tu vois ça du côté CNAM, MDPH. Mais vous ne faites pas de bilan entre vous. Enfin, parce qu'en fait, ce sont deux organes distincts, juridiques. Sauf que juridiquement,
c'est distinct. Et MDPH, moi là, Les tutelles sont différentes. voilà, c'est pas les mêmes tutelles, on est d'accord, c'est pas les mêmes. Et là, vous m'avez parlé des droits arrêt maladie. Le droit arrêt maladie, il est unique. Donc là, la MDPH n'intervient pas parce que nous n'avons pas à intervenir. MDPH, par exemple, c'est une protection supplémentaire dans l'entreprise. D'avoir le statut de travailleur handicapé vous apporte une protection supplémentaire. Mais là, comme j'ai eu une question sur les indemnités journalières, je vous dis que même droit. C'est le principe de la Sécu, il n'y a pas de discrimination. Donc ça, c'était le point, mais de rendre public. Les médecins, bah ouais. Ben oui, si les médecins hospitaliers, après vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez que ça soit moi qui gère vos prescriptions, hein, on peut y aller, mais je pense que, enfin si c'est moi ça va, je validerai tout, mais je risque de me faire licencier. Mais parce que, voilà, il faut, même si c'est compliqué, même si on peut avoir des petits soucis, il faut se battre pour, parce que s'il n'y a plus d'indépendance du service médical, il n'y a plus d'indépendance du soignant. Donc oui, tout soutien est bon à prendre. Et on cherche justement cette unité parce que c'est vrai que c'est toujours marrant. J'ai de la chance, j'ai des élus soignants, on est administratif, donc on essaie. Et c'est cette unité, et ça, entre les administratifs, les paramédicaux et les professions médicales. Moi, je le vois à mon niveau de centre de santé ou de centre de prévention, elle est vitale. Et là, le PSE, il n'y a pas de différence entre le médecin, le paramédical et l'administratif parce qu'ils sont tous concernés. Et là, c'est cette question d'unité qui se pose pour justement contrer tout ça. Et dans les hôpitaux, c'est la même problématique. Mais je sais, là, encore hier, j'étais à la Cramif, les copains n'ont pas l'habitude. Ils vont voir les administratifs, bonjour. Et puis, je vois les cabinets médicaux, ils étaient ouverts, donc il n'y avait pas de patient en slip, je pouvais y aller. Et ils me font, qu'est-ce que tu fais? Je fais, mais pourquoi vous n'allez pas là-bas? Ils me font, non, ce sont des médecins. Mais j'ai fait raison de plus. C'est quand même un centre de santé. Et donc, ils n'osent pas. Mais moi, comme j'ai été briefée par mes camarades médecins, moi j'y vais, il n'y a pas de souci. Et donc j'y étais, et là justement les copains ont découvert, non, on peut discuter avec les médecins, bien au contraire. Et vous avez un poids parce que vous êtes aussi organisé de manière corpo et tout. Et puis vous savez, quand vous tapez du poing, vous tapez bien fort. Donc ça nous aide dans le combat. Et je pense que ce qui se passe à l'hôpital, c'est justement cette jonction et puis d'être offensif. C'est la même qu'on vit, donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Moi j'y vais, ils m'offrent le café, ils sont super cool en plus, donc il faut... Et nous on est super cool aussi, on offre le café, il n'y a pas de problème pour la mobilisation, parce que il continue. Et sur la suspension du préavis, je vais juste vous donner une info, parce que hier il y a eu le conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les conseils, c'est eux qui gèrent les relations avec les assurés, donc toutes les politiques. Et les PLFSS passent dans les conseils avant d'être présentés. Et donc là, vous avez vu, motion de censure. Donc, oulala. Enfin, oulala, le service médical, le projet continue, les plans sociaux dans les centres de santé, ça continue. Et donc hier, un membre du ministère, représentant du ministère des missionnaires de la santé futurement réintégré, est venu pour parler des conséquences de la censure sur la France. Ça ne change rien, c'est le PLFSS, c'est la loi de financement 2024 qui continue de s'appliquer. Donc, mais il y a eu une question pour le prochain budget. Donc, et là, tranquille, le représentant du ministère a dit on va reprendre le budget qu'on a présenté et qui a été censuré, parce qu'il y a la question de la désintégration du service médical. Et donc le représentant du ministère a dit tranquillement que c'est le budget qui a été rejeté qui sera représenté. Donc on peut suspendre tout ce qu'on veut, eux ils continuent. Et là je vous le dis, hier c'est une instance officielle où le représentant du ministère a dit on va continuer, on va représenter. Le budget qui a été rejeté, c'est pas grave, on le représente.
Donc les revendications, elles restent et elles continuent. Et c'est pour ça que là, nous, on avait posé un préavis reconductible dès le 10 et on a bien fait. Parce que ce matin, comme je vous ai dit, les collègues des accueils physiques, parce qu'elles en ont marre de maltraiter les assurés et qu'elles veulent des accueils de proximité, elles ont décidé spontanément, et ils vont encore m'accuser, mais c'est pas grave, mais les collègues spontanément, parce qu'elles en ont marre de maltraiter, elles y ont été. Mais vous imaginez si j'avais fait comme la fédération, comme certains. Oh non, il n'y a pas de gouvernement, j'arrête. Vu les annonces d'hier, vu les PSE qui est tombé le 9, le gouvernement était démissionnaire, le PSE de la CRAMIF est tombé le 9. Vu les annonces qu'il y a eu sur les accueils physiques, là j'aurais été bien embêtée, les collègues, elles n'auraient pas été couvertes par un préavis. Or la colère elle est là et notre rôle en tant que syndicat, c'est d'aller, on est un outil au service de l'intérêt individuel des travailleurs et aussi collectif. Et la Sécu en fait symbolise tout ce combat. Et je rajouterai sur les 80 milliards, les 13 milliards de fraudes annuelles constatées. 13 milliards de fraudes non recouvrées annuellement. Voilà. Ce qu'on dit, les cartes vitales ont été... Les 40 000 cartes vitales qui ont été fabriquées alors que les cartes vitales, ça n'a pas de lien. Ça, les cartes vitales, faut savoir qu'ils ont délocalisé et que c'est une structure donc externalisée qui produit les cartes vitales. Donc les conneries, ouais, il y en a. Mais ça coûte peanuts. Quand je vous dis 13 milliards de fraudes annuelles constatées et 80 milliards de cadeaux. Ça va. Si on récupérait ces sommes, on pourrait s'en sortir comme ça. C'est quoi les 13 milliards de fraudes? 13 milliards, il y a un rapport qui est sorti, c'est au mois de septembre, de la Haute Autorité de la Transparence des comptes de la Sécu. Mais si je l'ai, j'enverrai à Cyril, comme ça, il pourra vous le communiquer. Enfin, je l'ai, il faut que je le retrouve juste, dans toute, parce qu'entre le PLFSS rejeté, le truc et tout, la loi là-dessus. Et en fait, il y a un rapport qui est sorti, et donc c'est ce rapport qui indique qu'il y a 13 milliards de fraudes en moyenne annuellement. Et bien entendu, ce ne sont pas les praticiens, parce qu'ils aiment bien dire c'est soit les étrangers, soit les professionnels de santé qui fraudent. Non, ce sont les patrons qui fraudent, qui ne reversent pas les cotisations sociales. Et en fait, vous n'avez pas entendu parler de ce rapport pour la simple et bonne raison qu'il fallait couvrir ça. Et donc c'était la fameuse semaine où il y a eu toute la polémique sur les aides médicales État. Ah. Oui. C'est ça, c'est cette semaine-là où vous avez eu dans la presse les EME qui font de la chirurgie esthétique et pas, alors que c'est totalement faux. Les pauvres, c'est bon quoi, au niveau des soins, tout est justifié. Et puis, mais en fait, c'est sorti la semaine, cette polémique du rapport. Donc, alors, là, on devient un petit peu short au niveau timing. En tout cas, merci Nora. Il y avait encore j'ai répondu à tout le monde, ça va? Ah oui, ça va. Il y avait encore Blandine, Mustapha, et je laisserai la parole ensuite à Cyril. Mais on a 5 minutes pour tous les deux. Moi, je voulais rebondir par rapport au pourrissement du service public dont tu parlais. Et effectivement, tout est fait pour que les salariés du public s'en aillent vers le privé. Mais il ne faut pas s'illusionner. Le privé ne remplacera pas le public. Donc, le privé n'est pas en capacité de remplacer le public. Donc, il faut rester dans son hôpital et se battre pour sauver ses services publics dans son hôpital. Donc, et je rejoins Moustapha qui dit que oui, il faut construire vraiment une force qui soit institutionnalisée, qu'on nous connaisse et qu'on nous craigne. Voilà. C'est bon. Ok, Moustapha. Juste, moi j'ai posé une question à M. Joliffe, Maître Joliffe, au moment où il partait, donc il était obligé de partir, mais il m'a répondu, je vous donne la réponse quand même. Nous, on a le président de CME et la directrice générale, donc ils ont décidé, donc il y a 3 mois ou 4 mois, donc de mettre en place la nouvelle gouvernance. Ben, c'est quoi? C'est la loi RIST. Et derrière, donc il y a, donc au filigrane, donc la loi Olivier Claret.
Et je lui ai demandé, est-ce que, par rapport donc, à ce qui venait d'être dit là, donc l'histoire du Conseil d'État, il m'a dit, oui, tout ce qui a été mis peut être défait. Parce qu'à partir du moment où les décrets, donc, ils ont été bloqués, on ne peut pas appliquer parce qu'ils ont anticipé. Notre président de CME, il s'est précipité à appliquer, à mettre en place cette gouvernance qui est en relation avec la loi RIS et l'ordonnance Olivier Claris. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je pense que il faut vraiment, effectivement, donc, tout ce qu'on entend ce matin, donc, créer donc, une espèce d'intersyndicale entre les paramédicaux, les syndicats des paramédicaux, les syndicats médicaux, les syndicats, comme il était en train de nous dire, les internes, parce que les internes qu'on forme, donc on donne, mais si vous savez, donc la quantité d'heures qu'on donne pour former les internes, tous les praticiens forment les internes, en dehors même des professeurs. Donc moi, ce que je dis à mes externes et à mes internes, moi, en tant que professeur, je vous apprendrai ça, que dalle. Mais celui qui va vous apprendre le plus, c'est le patient. Rapprochez-vous des patients. C'est eux. Chaque patient que vous allez voir, il va vous apprendre quelque chose. Un petit truc. Et c'est ça, donc vous allez grandir comme ça. Et donc du coup, donc pour dire cette intersyndical, pour contrer ce qui est en train d'être fait par rapport effectivement à ce harcèlement donc moral ou de n'importe quoi qu'on utilise par rapport donc à des enquêtes. Là aussi, j'ai entendu hier, enquête pour l'ordre des infirmières. Là où on demande aux infirmières donc comment les patients leur parlent et tout. Apparemment, 50% des infirmières donc sont harcelées. Et c'est vrai que ça devient un petit peu à la mode. Pour contrer ça, donc il faut prévenir, il faut travailler avec les syndicats des internes. Il faut qu'il y ait une intersyndicale, donc large, médicale, paramédicale, les internes qu'on forme, voire même les externes, parce que les externes aussi, il y a des médecins qui ont été destitués pour, effectivement, un externe qui a pleuré et tout ça. Donc ça, c'est vraiment donc, un élément très très important donc, à mettre en place. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'interagir parce que les médecins, on est truc. Donc du coup, donc il faut aller vers ces autres syndicats pour pouvoir donc avoir de la force parce que il faut sauver l'hôpital quand même. Ok, merci. Pour conclure, Cyril. J'avais juste une remarque. Ah, pardon. Désolé. Je t'ai envoyé la petite fiche. Ah oui, pardon. Non, mais c'est par rapport aux procédures concernant la gestion de la fiche de poste. Souvent, dans la procédure, il est marqué, ça, c'est pour la défense des dossiers que je le dis, qui demande à l'intéressé de signer la fiche de poste. Et ça, il ne faut absolument pas, parce que c'est se tirer une balle dans le pied pour la défense des dossiers. Voilà. Entièrement d'accord. Ça peut peut-être vous aider, mais comme on a déjà ces choses-là, on fait à destination des collègues, puisque la syndicalisation, c'est un problème qui traverse tous les secteurs. Y a pas mais on réussit quand même à faire des cas, même si c'est compliqué, mais c'est partout. On fait des quesacos, on fait des modes d'emploi, des modes opératoires, des petits livrets. Voilà. Je suis nouvellement, qu'est-ce que je peux, attention la fiche de poste, et on rappelle ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et ça aussi, c'est une belle carte de visite du syndicat pour le développement. Enfin, moi, en tout cas, je l'utilise. J'ai un livret d'accueil pour les jeunes, je fais des quesacos réguliers, parce que je vous rassure, tout à l'heure, j'ai entendu dans les interviews, il y a quelqu'un qui connaissait rien à la Sécu, les collègues de la Sécu ne connaissent pas plus la Sécu. Donc, c'est à nous régulièrement de faire de la pédagogie. Excuse-moi. Merci Nora, merci Jean. Vas-y Cyril. Alors moi j'ai un certain nombre de points pratiques et puis je voudrais anticiper sur la réunion de demain avec un problème concret à régler. Je vais vous demander votre avis parce que j'aurais discuté en aparté avec Claire ici présente et on ne sait pas ce qu'il faut qu'on fasse. Donc on va faire un exercice pratique. Alors quelques remarques pour dire tout ça. D'abord, cet après-midi, donc là on va s'arrêter à 13h et on reprend
à 14h30. Il laisse un peu de temps pour discuter tout ça. On fera cet après-midi l'EPADU, la psychiatrie, HPST, et si on a le temps, on commencera la discussion sur l'affaire Gaza, puisque on vient d'apprendre, en dehors du fait qu'on a un nouveau Premier ministre qui s'appelle Bayrou. Et j'insiste sur ce point, que, en ce qui me concerne, ça ne change rien. C'est confirmé par l'Élysée. Il a refusé. Bah, qu'est-ce que tu me racontes, camarade? Bon, et de toute façon, je vois que ça passionne tout le monde, mais en fait, on s'en fout pour de vrai. Oui, on vient. Par contre, j'ai eu une information aussi pendant qu'on se réunissait, qui me paraît beaucoup plus importante, c'est que un de nos confrères chirurgiens vient de se faire tirer une balle dans la nuque à Gaza, justement, dans un hôpital. Le dernier orthopédiste. Le dernier chirurgien orthopédiste de Gaza. Et j'ai eu un gros coup au cœur, parce que ça commence par J, son nom de famille. J'ai mal lu au travers, et j'ai cru que c'était Jourdel, un de nos adhérents qui va régulièrement là-bas comme chirurgien, et qui les avait alertés dès avant. Il était présent là-bas avant le 7 octobre. Et donc il a évacué le 8 ou le 9 octobre. Et donc on avait des informations sur ce qui se passait médicalement très très précises avec ce collègue. Puis après on a eu un autre collègue qui va venir ce soir, qui arrive ce soir. Et je pense qu'il pourra faire son intervention que demain. Bon, on verra, mais en tout cas on a un ordre du jour tout à fait passionnant cet après-midi. Quelques mots. Alors bon, on a dit beaucoup de choses. En plus, si on se rappelle plus de ce qui a été dit, on pourra le revoir. J'ai demandé à Émilie de vous envoyer quand même, si vous ne l'avez pas eu, 3 documents. C'est le document, l'article du Dauphiné, Libéré, l'article du Monde et le projet de tract qu'on va discuter tout de suite. Je voudrais dire un mot sur l'ordre. J'ai évoqué une réunion à la Sécu l'autre jour. Donc, c'était très marrant et à mon avis c'est symptomatique d'un basculement. C'est qu'il y avait donc un aéropage complet de techniciens de la Sécu, tous les métiers. Il y avait le contrôle médical, la chef du contrôle médical, la sous-directrice, parce que la directrice était chez Fatome, tout ça. Et l'ambiance était, paraît-il, moi c'est la première fois que je faisais ça, ça s'appelle CPL, Commission paritaire locale. L'ambiance était beaucoup plus décontractée que d'habitude, parce que Madame Cardinal, qui va peut-être atterrir chez toi, elle a de la promotion, n'était pas là, et il paraît que c'est un dragon terrible. Et qui fait peur à tout le monde. Dans le débat, même le préfet a peur d'elle. Enfin, la préfète en l'occurrence. Et donc, pourquoi et donc, tu avais 10 médecins, là, 6 de MG France et 4 d'un syndicat qui s'appelle Avenir Bloc, je sais pas quoi. Et moi, j'étais là au titre du Conseil de l'Ordre. Donc, il s'adressait à moi comme un peu. Pour calmer un peu le collaborationnisme des syndicats de médecins. Et y compris sur la téléconsultation, parce qu'il se passe des trucs en téléconsultation de dingue. Et la Sécu est au courant de tout. Et la Sécu pourrait avoir, enfin, la CEPAM, pardon, elle pourrait faire régner l'ordre assez facilement. Hein. Ils ont toutes les infos. Mais ils le font pas. Ils préfèrent taper sur les médecins qui prescrivent trop d'arrêt de travail, soi-disant, ou des trucs comme ça. D'ailleurs, ils te démontrent dans leur truc que vraiment, en Isère, on est les pires élèves, tout ça. Alors qu'en fait, sur les chiffres, on n'est pas du tout les pires. On est même en dessous de la moyenne nationale. Je pose la question, tout ça. Et ils me disent, ouais, non, mais on a une structuration très particulière, soi-disant qu'il y a des recordman de prescripteurs d'arrêt de travail dans nos confrères et tout ça. Et on a parlé aussi des confrères qui appellent déviants. En fait, sur 5800 médecins, t'en as 3 qui font un peu n'importe quoi. Ce qui me paraît, par rapport à la courbe de Gauss, pas beaucoup, quoi. Donc, je trouve que c'est un honneur pour notre corporation. Et pour vous indiquer un peu le niveau de collaborationnisme, ça allait même jusqu'à proposer des médecins qui proposent que du matériel médical qui est prescrit à domicile pour des patients qui en ont besoin, mais le patient meurt, et souvent le matériel médical qui a été acheté, tout ça, on pourrait le revendre sur le bon coin. Donc, non mais, je vous jure que c'est vrai. Hein. Donc voilà, pour dire dans quel état d'esprit, il y a certaines organisations que je ne peux plus qualifier de syndicats, parce qu'ils ont basculé dans autre chose. Donc tout ça pour renforcer le tout sur ce qu'on a dit ce matin. Et là-dedans, je suis désolé, hein, pour ceux qui n'aiment pas ça, on a des griefs à lui faire, mais l'ordre
reste un point d'appui pour dire à tout le monde de se calmer un peu, quoi. Qu'il y a quand même des règles ancestrales. Et avec tout ce qu'on a pu dire sur l'ordre, et machin, collabo, machin, truc de Pétain, machin, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que les décrets de constitution sont de date de 45. Hein. Donc au moment, il y a un lien avec la sécurité sociale, parce qu'il faut quand même que la convention entre la sécurité sociale et le corps médical pour la médecine de cabinet, et ça se répercute dans le statut des praticiens hospitaliers, c'est les mêmes règles, elles sont basées sur cet accord-là, qui nous confère cette indépendance, et basée sur le secret médical, entre autres, secret médical, mais tous les trucs du code de déontologie. Donc cette articulation, nous, on doit la comprendre. Et on doit, à mon avis, entretenir de bonnes relations avec les conseils de l'ordre, en ramenant le terrain sur l'indépendance médicale, le secret médical, notre statut et tout, qui sont liés. Bien sûr que... Bon, voilà, j'en dis pas plus là-dessus s'il y a des remarques. Je voudrais souligner un truc, parce que je le vois pas, il se plante là-bas, je sais pas, mais quand même, un truc excellent qu'on a fait, c'est que le docteur Abi, ici présent, a été réintégré. Je veux dire, s'il n'y a pas le SNMHFO, le mec, il est mort et enterré. Il fait autre chose. Il a trouvé le soutien et la compétence du SNMHFO dans cette affaire, en lien d'ailleurs avec l'ordre, grâce à notre compréhension de ce que c'est que l'ordre. Et on a été informé du problème du docteur Abi, qui est une suspension pour restructuration d'un service, avec un montage de toutes pièces sur 2 dossiers où il n'y a rien du tout. Hein, vous vous souvenez, dans les documents aussi, Émilie, qu'il faut qu'on ait dans les documents insuffisamment connus, c'est les attendus du jugement du CNG, qui disent non mais il n'y a rien. Lui, il ne veut même pas de quoi mettre un avertissement. Et le lien de cette bataille contre Graal. On s'est fait Graal. Et j'ai un reproche public à faire au docteur Abi, c'est que pour l'instant, on devait organiser une fête avec champagne dans son hôpital. Il l'a toujours pas organisé. Mais il faut qu'on achète des feux d'artifice, du champagne, des paillettes, et on dit putain, on a niqué Graal. Pardon. Alors là, les camarades qui ne connaissent pas Graal, je vois qu'il y en a des nouveaux. Graal est le maître d'œuvre. Je vais dénoncer quelques mecs. Martine Aubry, Claude Evin, Rosine Bachelot, Alain Juppé, tous ces mecs-là qui ont fait cette politique qu'on a dénoncée ce matin, ils ont eu besoin d'un maître d'œuvre. Ce maître d'œuvre a un diplôme de cardiologue, s'appelle Jean-Yves Graal. Il a été directeur de 3 ou 4 ARS différentes. Il a été longtemps le président de la conférence des directeurs généraux d'ARS. Et c'est lui qui a donné l'ordre de suspendre notre camarade Saïd Abi. Et son autre collègue orthopédiste, parce qu'il suffit de l'orthopédie à Vienne, il faut qu'elle aille à Lyon Sud. Je vous passe les détails, mais ça a été dans l'ignominie assez pas mal ce qu'ils ont balancé. Et ça a été je vous donne ce détail croustillant dans l'affaire, c'est que le docteur Graal prend le même TGV à un moment donné que le président du conseil de l'ordre de l'Isère et lui dit écoute Pascal, je comprends pas ce que tu fais. Parce que Pascal en question, le président de l'époque, il a porté plainte le lundi contre notre collègue sur injonction de Graal qu'il avait appelé le samedi après-midi. Et après ils l'ont reçu, lui il a expliqué l'histoire, et le jeudi ou le vendredi de la même semaine, le conseil de l'ordre de l'Isère retire la plainte parce qu'il n'y avait que dalle. Et il s'aperçoit que c'est une gestion, et Maître Joliffe raconte ça très bien, et il s'aperçoit, chemin faisant, que c'était une manière de restructurer les hostos. C'est pas une manière de faire régner la loi parmi les médecins. Et le camarade, il est resté suspendu pendant 18 mois. Hein. Le temps que tout ça se fasse. Il n'y a pas un moment où il peut faire un contradictoire avant le CNG, qui se passe 1 an plus tard. Et après, le temps que Machinette, la nouvelle directrice de Vienne, règle les histoires de fiches de poste qu'il a évoquées, tout ça, encore 6 mois de plus. Donc là, il vient juste de réintégrer son poste. En plus, maintenant, tu t'imagines, dans la communauté médicale, c'est compliqué. Ah bah non, maintenant, c'est les Lyonnais qui opèrent. Toi, t'es pas copain avec le chef de service de Lyon Sud. Comment tu fais pour opérer C'est compliqué quand même. Hein. Et pourquoi je raconte tout ça, moi? Oui, pour dire que c'est une grande victoire syndicale. Et cette grande victoire syndicale, nous l'avons tous, à part moi, sous-estimée. On s'est affronté au directeur général de l'ARS, Graal en personne. On a fait un tract, parce que ça prouve que vous ne lisez pas les tracts. Ça s'appelait la méthode Graal. Oui. On l'a sorti. Et quand on a sorti ça, j'ai eu le samedi, il est sorti le vendredi, le samedi, j'ai eu un coup de fil de notre camarade secrétaire général de la fédération, qui va peut-être intervenir demain, je ne sais pas comment on va faire ça techniquement,
pour me dire oh là là, oh là là. Non, pardon, c'est pas lui qui m'a appelé, il m'a fait appeler par Olgen. Les camarades du Puy-de-Dôme ne sont pas là, mais Didier Olgen, c'est l'ancien directeur du CHU de Montferrand, de Clermont-Ferrand, qui était chef du CHFO. Oh là là, faites gaffe avec Graal. Bah en fait, désolé, mais moi je fais pas gaffe avec Graal. Je suis assez tranquille parce que je suis PH. Je suis conscient que le statut me protège. L'article 47, 56, 3, 13 et 31 du code de déontologie me protègent. Et donc, voilà. Il y a pas mal de camarades qui se disent oh là là. Ben non, il faut pas arrêter de se dire oh là là. Donc je voulais raconter ça, Saïd. Sur l'intersyndicale, attention. On a un courant à l'intérieur du syndicat qui sous-estime le fait qu'il n'y a personne d'autre que nous, en fait. Il n'y a personne d'autre que nous. Je parle dans les organisations de médecins. Et si on demandait à jeunes médecins, je le dirai demain devant Abdel Halim Ben Saïdi qui va venir, avec qui on discute bien, puis dedans, Olivier, je crois qu'il a prévu une intervention sur cette question. Ah non, toi c'est les élections. Oui. Les deux, t'as deux interventions demain. Pas deux. Jeunes médecins, c'est une horreur ce truc. Ils sont contre les PADU. Ils sont pour que les mecs rentrent chez eux. Même d'ailleurs des médecins qui ont un diplôme hors Union Européenne, mais qui sont français. Et donc il te dit, le chef des jeunes médecins, il faut qu'ils rentrent chez eux. Mais comment tu fais pour ils sont français? Bon, je tiens à dire ça. Les autres qui collaborent avec le ministère, comme c'est pas permis, je pense qu'Olivier en parlera parmi les élections et tout ça. Donc, parlez avec les internes et fais gaffe, c'est pas les syndicats de paramédicaux, hein. C'est les syndicats de personnel hospitalier. T'as la logistique, l'administratif, t'as tout. Et donc, c'est pas que les paramédicaux. Et donc, mais qu'on soit, et c'est ce qu'on a commencé à faire. Dans l'assistance, tu vois qu'il y a quand même plusieurs représentants, il y a même des secrétaires du bureau départemental qui viennent et tout. Donc on a commencé ce travail-là, de ne pas rester qu'entre médecins. Avec les internes, faut voir tout ça, faut discuter. Mais le travail intersyndical, je mets des gros warnings. C'est que par exemple, moi je rêve de ça, que le SNMRH rentre chez nous en disant ou que le PADU, une organisation de PADU rentre au SNMH, ou qu'un syndicat d'internes rentre au SNMH, alors là, c'est pas pareil. Là, c'est autre chose. Mais l'intersyndicale, bon, je vous ai donné mon point de vue.